Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui parle d'écologie de manière simple et accessible pour aider chaque personne à agir à son échelle contre le changement climatique, l'écocide et la 6e extinction de masse. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine j'explore les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire. Ici, pas d'écologie des petits gestes, d'idéologie ou de greenwashing. On aborde les problématiques qui font du 21e siècle le siècle des menaces et on met en lumière les réponses les plus réalistes. Trop souvent, l'écologie est considérée à tort comme le problème des générations futures, quelque chose de compliqué qui ne dépend pas de nous. C'est maintenant que tout se joue, et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En avant. Avant tout, un petit message pour toi qui écoutes. Merci d'écouter le Point Résistance écologique. On est déjà à plus de 200 écoutes en 4 épisodes et 1 mois. Donc, si ça te plaît, laisse-moi une note sur 5, s'il te plaît, 5 étoiles, c'est ma note préférée, et un avis sur Apple Podcasts, sur iTunes, sur notre plateforme, ça m'aide beaucoup, et je te remercie beaucoup pour ça. Dans ce 4e épisode, on va parler de quelque chose qui bloque l'action écologique, parce que si la prise de conscience est globale, que ces dernières années, beaucoup de personnes, des plus climato-sceptiques aux plus engagées, ont vraiment pris conscience de ce qui se passe à l'échelle mondiale, l'action manque encore. On a beaucoup de paroles, on a très peu d'actes. Mais pourquoi ? Quelles sont les raisons de cette inaction ? Le mal triomphe par l'inaction des gens de bien. Cette phrase, tu l'as sans doute déjà entendue. Souvent, ce n'est pas le mal en lui-même qui est un problème et qui amène au chaos. C'est la passivité, l'attente et l'inertie des personnes qui y assistent sans lutter. En contexte de guerre, de crise ou de changement climatique, la résistance n'est pas une possibilité parmi tant d'autres. C'est une nécessité. L'alternative à la résistance, ce n'est pas la neutralité, c'est la collaboration pure et simple avec l'ennemi. Mais l'inaction climatique et écologique n'est pas toujours volontaire, loin de là. Ce n'est pas par pur désir de nuire, par ignorance ou par cupidité que la majorité de la population ne se révolte pas contre le système qui fait peser sur elle d'immenses menaces. L'université de Cambridge a mis en exergue les 12 excuses les plus habituelles, les plus fréquentes pour justifier l'inaction face au changement climatique, à la pollution et aux menaces dont on a déjà parlé sur ce podcast. Je remercie du coup le média Bon Pote qui a analysé ces excuses, les discours, et qui a trouvé des réponses pour chacune d'entre elles. Voici donc les 9 principales excuses pour ne rien faire face à la crise écologique. D'abord, on a le catastrophisme. L'argument, c'est le suivant. C'est trop tard et ce sera jamais assez. Ce qu'on peut faire. La réponse, elle est simple. Certes, nous sommes en mauvaise posture, mais on peut encore agir pour un monde soutenable. Plus tôt on agit à grande échelle, plus on met de chance de notre côté. Rien n'est perdu d'avance, j'en parlais dans l'épisode sur est-ce que tout est vraiment foutu. La réponse à cette question, elle n'est pas aussi compliquée qu'elle en a l'air. On peut agir, on doit agir d'ailleurs. La deuxième grande excuse, c'est l'impossibilité du changement. L'argument est connu. Toute mesure prise pour réduire l'impact CO2 serait contre nature, les gens ne voudront jamais changer, et de toute façon, en démocratie, ça ne passera jamais, les gens ne voudront pas réduire leur confort de vie. La réponse courte, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'est pas dans la nature humaine de détruire son environnement, contrairement à ce que certains veulent faire croire, et la démocratie peut être efficace si les gens sont suffisamment informés. Il n'y a rien de pire en effet que de laisser décider des personnes mal renseignées sur un sujet. Par contre, si chacun est en mesure de s'informer et d'obtenir les bonnes informations, ils seront beaucoup plus en mesure de prendre les bonnes décisions. Ensuite, on a l'individualisme. C'est un argument qui est encore plus répandu que les précédents. On entend souvent des choses comme la responsabilité incombe aux autres, l'élite, les gouvernements, ceux qui dirigent, les décideurs, etc. Mais à l'inverse, c'est aussi de penser que le changement ne viendra que des individus. C'est la culpabilisation en fait de chacun d'entre nous. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas vrai en fait. L'histoire de l'humanité est faite de collectifs, d'unités et de communautés. Ce n'est pas l'élite qui décide, tout comme ce n'est pas le consommateur, l'individu, qui a la responsabilité de tout ce qui se passe. C'est quelque chose entre les deux, et c'est surtout ensemble que l'on peut faire bouger les choses, faire bouger les lignes. C'est parce que nous avons travaillé ensemble dès la préhistoire d'ailleurs que notre espèce est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, peu importe le jugement qu'on porte là-dessus. Autre excuse, le whataboutisme. Alors, sous prétexte que la France ne représenterait qu'1% des émissions de gaz à effet de serre, alors que les Chinois, eux, c'est beaucoup plus, ce serait à eux d'agir en premier et nous, on doit rien faire, c'est un peu dire que non, il n'y a pas que moi, donc je ne suis pas coupable en fait. C'est une très mauvaise excuse.
En fait, il en va de la responsabilité de chacun, partout dans le monde. C'est un effort collectif, mais nous avons aussi un devoir d'exemplarité en tant que pays occidental développé et riche qui peut se le permettre. Évidemment, un pays comme l'Inde, comme le Pakistan, comme la Chine, comme des pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, ne peuvent pas se permettre trop de transition écologique, parce qu'ils ont d'abord des priorités au niveau de leur croissance, au niveau de leur développement, et ce serait compliqué pour eux d'avoir cette croissance verte qu'on nous vend tant. Mais c'est possible, hein. Rien n'est vraiment aussi figé et impossible qu'on nous le fait croire. Ensuite, il y a le risque du free rider. Alors, comme dirait Donald Trump, même si on va heureusement beaucoup moins l'entendre dans les années à venir, si nous baissons en premier nos émissions, d'autres pays profiteront de nous. Ça, c'est ce qu'il disait au sujet des accords de Paris que l'Amérique a quitté, que les États-Unis ont quitté, mais qui vont réintégrer. Sous prétexte de compétitivité au niveau international, il faudra donc poursuivre la course à la croissance infinie en continuant l'écocide. Alors autant jouer à qui est la plus grosse, parce qu'en soi, il n'y a pas que la croissance économique qui compte, loin de là. C'est un indicateur d'un autre temps qui a servi, bien sûr, dans le développement des pays, mais aujourd'hui, on doit passer sur d'autres indicateurs. Ensuite, la technophilie. Alors ça, c'est quelque chose qui est très connu, très populaire, très répandu dans l'écosystème start-up, tech, l'entrepreneuriat, ou même chez les personnes qui aiment la technologie en général. Le problème, c'est que ces personnes, souvent mal informées, pensent que la technologie va nous sauver et qu'elle est la solution à nos problèmes environnementaux. Mais la voiture à hydrogène, l'avion zéro carbone et la fusion nucléaire, c'est pas pour demain, malgré ce qu'on pourrait croire en écoutant les médias. Moi j'ai une question à te poser, est-ce que tu la vois l'absurdité de confier notre avenir à des technologies qui n'existent même pas encore ? C'est un pari audacieux, et j'ai pas forcément envie de parier l'avenir de mes enfants sur quelque chose dont on n'a aucune certitude. Faut pas oublier aussi que la technologie, ça consomme énormément de ressources, que ce soit de l'énergie, que ce soit des matériaux rares, que ce soit des terres rares, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une vision éthique de la technologie. Ensuite, on a l'argument qui nous dit qu'il y a beaucoup de paroles, mais très peu d'actes. Alors c'est vrai, même si les précédents arguments étaient, c'est pour certains, vraiment faux, là on est sur quelque chose qui est vrai, mais dont l'interprétation n'est pas forcément la bonne. Depuis la COP21, les grands discours se multiplient sur l'écologie, on a le fameux « Make our planet great again », comme dirait l'autre, mais quelles actions concrètes en découlent ? Trop peu, hélas, c'est vrai, mais c'est pas une raison pour se morfondre. Au contraire, c'est une raison de faire pression sur les politiques, les lobbies et les décideurs économiques, et de faire pression de plus en plus, tant qu'ils lâcheront pas la croissance au détriment de l'environnement, il n'y aura aucune raison de lâcher l'affaire. Ensuite, on a l'efficacité énergétique. Alors, sous prétexte que nos équipements consomment de moins en moins d'énergie, ce qui est vrai, tout serait gagné d'avance. Parce que du coup, dans les années à venir, on va passer sur une consommation d'énergie qui sera beaucoup moindre, et donc une empreinte carbone qui sera encore plus basse. Mais la transition écologique ne repose pas uniquement sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, hélas d'ailleurs, mais il faut aussi prendre en compte les réserves de matières premières, le traitement des déchets, ou encore le respect des droits des animaux et de la nature, qui compte aussi beaucoup. Dernière grande excuse que je retiens, c'est le volontariat. Taxer, restreindre et interdire n'auront, selon certaines personnes, que des effets négatifs. Mais peut-on vraiment faire confiance aux citoyens pour changer leurs habitudes de consommation et de vie ? Rien n'est moins sûr, et on voit ce qui se passe aujourd'hui. On a quelques volontaires. Aujourd'hui, quand on devient végétarien, quand on devient vegan, quand on sort son vélo, on se fait encore railler par beaucoup de monde, alors que c'est des gestes qui sont largement insuffisants, bien qu'indispensables. Donc sans forcément miser sur la dictature verte, il faudra passer par la contrainte pour imposer la réduction de la consommation de viande, les voyages en avion ou de la voiture en ville. Il n'y aura pas le choix parce que trop de personnes sont encore dans un paradigme où le confort matériel fait partie de la réussite. Et du coup, ils ne voudront pas se passer d'un bon beefsteak le soir, d'une grosse voiture qui pollue, et de voyager à l'autre bout du monde tous les ans. Il y a des changements qui vont devoir être faits, et malheureusement, on n'a pas le temps d'attendre que chacun prenne ses décisions par lui-même. Ces 9 grandes excuses, nous en avons toutes et tous déjà utilisées. Ne le nie pas, car sinon on serait déjà sorti de la crise écologique. Moi-même, j'admets que j'ai déjà utilisé ces excuses. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que j'ai conscience de tout ça, mais j'avoue que
avant de m'être renseigné sur ces sujets, je faisais partie clairement de presque toutes ces excuses-là. Je reste convaincu que c'est par la pédagogie que l'on convaincra la masse, pas par la provocation, la culpabilisation ou le mépris, même si ce qui nous vient à l'esprit spontanément, lorsque l'émotion prend le pas sur la raison, c'est ça, c'est de s'énerver, c'est de vouloir faire changer les gens, et ça n'apporte jamais rien de positif. Le problème, c'est que cracher à la gueule d'un conducteur de SUV ne va pas le faire changer d'avis. Au contraire, dire à votre frère qu'il devrait peut-être arrêter de prendre l'avion tous les ans, ça risque que de créer des tensions dans la famille. Demander à tous vos potes pourquoi ils continuent à manger de la viande alors qu'ils sont instruits et cultivés, je pense que ça va vite se retrouver en repas en tête à tête avec soi-même. Prends sur toi, explique, mais ne te lance pas dans de grands discours sans y avoir été invité. Personne n'aime les conseils non sollicités, les leçons de morale gratuites et les contradictions profondes avec ses valeurs. Soyons patients et agissons ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Alors je te donne rendez-vous dans les notes de ce podcast pour aller découvrir des ressources qui vont te plaire. Pour soutenir ce projet, le plus simple, c'est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. C'était le point résistance écologique. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avancer ensemble dans la lutte.